Bonjour et bienvenue à ce webinaire EO Santé. Donc, ce webinaire EO Santé a pour thématique le regard croisé concilier travail et cancer. Ce webinaire est proposé dans le cadre de EO Santé. EO Santé est un service proposé par OETH. Alors, qui est rapidement OETH pour celles ou ceux qui ne nous connaîtraient pas? Donc, OETH est une association qui a bientôt 35 ans d'existence et qui porte l'accord handicap agréé du secteur sanitaire, social et médico-social associatif. Et donc, il a pour orientation de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors aujourd'hui, avant d'aller un peu plus loin sur la présentation, nous allons être ensemble en fait pour une durée de 45 minutes. Et moi, j'ai le plaisir en fait d'introduire ce webinaire avec, vous verrez la participation de Mathilde, Benjamin et Véronique. Juste pour revenir donc sur OETH, la spécificité de OETH, en fait, c'est d'avoir une réponse aux problématiques du secteur. Donc, vous allez le voir, on propose des services donc, sectoriels pour accompagner les employeurs dans toute leur démarche sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, en matière de services, voici la palette que vous pouvez également retrouver sur notre site internet. Euh, Globalement, donc, on a une première activité en fait et un service qui est le centre de ressources. Et donc, ce webinaire notamment, vous pourrez le retrouver sur notre site internet dans toutes les ressources associées sur l'emploi des personnes en handicap, donc des guides, des fiches pratiques, webinaires et outils de sensibilisation. Nous avons une activité de conseil et d'accompagnement à la fois sur des situations individuelles, donc l'accompagnement de vos salariés ou des démarches santé handicap, donc construction d'une démarche plus structurée, et puis également des OTH. On porte également un organisme de formation qui propose des formations de référents handicap, mais également des formations dans le cadre des démarches santé handicap. Donc, pour les employeurs qui sont inscrits dans des démarches d'accompagnement, il existe également d'autres formations. Aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans un dispositif spécifique aux besoins du secteur, donc qui s'appelle EO Santé. Donc EO Santé, on y reviendra, voilà, qui est une plateforme en fait, une plateforme gratuite et confidentielle dédiée à tous les professionnels du secteur. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités, une des spécificités en fait de cette offre, c'est-à-dire que autant tout le reste de l'offre, elle est pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, mais s'adresse uniquement aux employeurs. Celle-ci, elle est actionnable, en tout cas, elle est mobilisable par tous les professionnels du secteur. Donc, que vous soyez salarié, que vous soyez manager, que vous soyez une collègue d'une personne concernée par la maladie ou un handicap, que vous soyez référent handicap ou représentant du personnel, n'hésitez pas, vous avez un QR code à le flasher et à vous connecter si ce n'est pas encore fait sur EO Santé, où vous pourrez éventuellement donc, à la fois consulter donc, des fiches pratiques, mais aussi pouvoir prendre des rendez-vous donc, avec des patients partenaires. Et aujourd'hui, euh, ce webinaire est notamment animé donc, par des patientes partenaires, donc Benjamin et Véronique. Je vais peut-être laisser la parole à Mathilde pour te présenter. Donc Mathilde qui coordonne notamment EO Santé, mais qui est également... vas-y, je te laisse présenter, ce sera peut-être un peu plus simple. Bonjour tout le monde. En effet, je suis Mathilde Murzo, donc je coordonne le dispositif, les patients partenaires et notamment les webinaires que vous avez le plaisir d'avoir depuis quelques mois déjà. EO, ça s'inscrit vraiment dans un objectif de mise en relation avec des personnes qui partagent des vécus similaires pour se sentir moins seuls face à la maladie et aux défis de santé. Donc, ce soit que pour vous ou pour vos équipes. C'est pour ça qu'on s'intéressera justement à savoir qui vous êtes aujourd'hui pour mieux répondre à travers les réponses de ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Véronique, patiente partenaire cancer du sein, et Benjamin, patient partenaire sur la leucémie, qui vont nous accompagner aujourd'hui pour partager leur regard croisé autour du cancer au travail notamment. Je vais les Et laisser. moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter par contre un bon webinaire, parce que je vais devoir vous laisser, mais très bon webinaire à toutes et à tous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Véronique Batteux et comme Mathilde l'a dit, donc moi je suis patiente partenaire sur le parcours cancer du sein et j'accompagne les personnes qui sont concernées par la maladie, pardon, et les proches aidants également au travail, mais également sur tout le parcours, que ce soit du diagnostic jusque la période de rétablissement. Je suis également formatrice
d'adultes et j'ai passé un diplôme universitaire de patient expert pour pouvoir justement accompagner de la meilleure façon possible les salariés concernés et les aidants. Bonjour à tous. Donc moi je suis Benjamin Cornet. Je suis également patient partenaire. Je suis également papa de trois beaux enfants. Je vis dans les Alpes de Haute-Provence. Avant la maladie, moi j'étais enseignant, directeur d'une petite école maternelle mon parcours, enfin ma rencontre avec la maladie m'a permis aussi d'évoluer dans mon parcours à la fois professionnel. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la formation, je m'occupe des élèves en situation de handicap et puis quelque chose de très important pour moi, je prends aussi du temps pour accompagner à mon tour, comme j'ai été accompagné quand j'étais dans la difficulté des personnes voilà, qui font l'expérience du cancer à travers à la fois les activités Déo Santé et des activités donc au coach. Alors, avant de nous lancer dans ce webinaire, on vous propose de nous dire un peu qui vous êtes, quel est votre profil, puisque effectivement, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont directement concernées par la maladie. Il y a peut-être des personnes, effectivement, en tant que référent handicap ou que manager, qui doivent accompagner des, des malades. Peut-être que vous êtes aussi dans un rôle d'aidant. Donc, pour nous, ce serait drôlement utile en fait de savoir un petit peu qui vous êtes. Et puis, évidemment, on peut aussi cocher plusieurs cases. On peut aussi être concerné, être manager, être aidant. Enfin, bref, toutes les combinaisons sont possibles. Donc, si vous voulez bien prendre le temps de scanner ce petit QR code pour nous en dire un peu plus sur vous. Alors, j'imagine que Mathilde, tu dois commencer à avoir des retours. Vous voyez pas le nuage de mots? Non, Non, là pour le moment, on a la diapositive avec le QR code à l'écran. Ah, pourtant j'ai bien changé de fenêtre. Et là, vous le voyez toujours pas? Non. Bon, j'ai l'impression que ça marche pas. Enfin, qu'il y a un problème de changement de... Je sais pas, ça marchait bien la dernière fois. Ouais, Bon, peut-être tu peux nous dire ce que tu vois de ton côté, nous donner un oui. peu Alors du coup, donc on voit l'idée. qu'il y a beaucoup de personnes qui sont référents handicap aujourd'hui avec nous. Ok. d'accord, Qui sont en lien avec, qui accompagnent donc au quotidien des personnes qui peuvent être concernées par un handicap au travail. Donc c'est essentiellement les personnes qu'on a aujourd'hui, chargées de mission handicap, assistantes RH. Il y a des personnes de Cap Emploi aussi, donc c'est intéressant de voir que voilà, il y a l'accompagnement aussi vers l'employabilité. On a quelques managers et quelques aidants, mais qui sont pas surreprésentés. J'ai l'impression qu'on a peu de personnes concernées aujourd'hui avec nous. Peut-être à prendre en compte aussi dans la manière d'aborder les choses. On est plutôt sur des personnes qui accompagnent des personnes qui sont concernées par un cancer avec nous. d'accord, Voilà, désolée pour ce petit souci d'écran. Pourtant, j'ai bien switché. très bien. Je repasse sur la diapo. Voilà, merci Mathilde. Donc on va aborder en fait trois grandes thématiques aujourd'hui. Une première partie plutôt autour de l'annonce et la gestion au travail. L'annonce de la maladie donc et comment est-ce que ça peut se gérer par l'organisation, par l'entreprise. Tout le volet plutôt lié aux aménagements, au soutien en entreprise, tout ce qui peut être mis en place pour faciliter la vie
de la personne, et puis peut-être une partie un peu plus personnelle autour de l'impact de cette annonce et de cette expérience et peut-être des leçons que nous avons pu en tirer, Véronique. Alors, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Véronique, en abordant plutôt donc cette première partie autour de l'annonce, parce que tout commence par là, et de la gestion au travail, de l'impact que ça peut avoir dans nos vies professionnelles. Euh, alors, on avait peut-être, Mathilde, une autre slide à voir avant? Oui, juste une petite question. Pour commencer, donc à votre avis, qui est plus touché par les cancers entre les hommes et les femmes? Donc je vous invite de nouveau à scanner le QR code. Je laisse quelques secondes pour répondre. Donc on voit que la tendance, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le mois d'octobre rose, donc on parle beaucoup des cancers féminins aussi. Il faut pas non plus oublier Mm. voilà, tous les autres cancers qui ont aussi une part importante. Donc dans les représentations, là ce qu'on voit c'est que finalement on a l'impression que ce sont plus les femmes qui sont touchées par le cancer que les hommes, puisqu'il y a eu 14 répondants femmes, 2 répondants hommes et 3 égalités. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est que finalement, les hommes sont plus touchés en fait que les femmes par le cancer. Donc voilà, c'est pour avoir ce petit. C'est toujours intéressant de sortir des représentations. Mais je vais vous laisser voilà aborder ensemble l'annonce et la gestion au travail. Comment ça s'est passé pour vous deux. Oui, merci D'accord. Mathilde. On reviendra effectivement là-dessus, puisque aujourd'hui, finalement, on a un homme et une femme pour parler du cancer, et peut-être qu'on vit les choses un peu différemment. En tout cas, c'est un sujet effectivement qu'on pourra aborder. Donc, au niveau de l'annonce et de la gestion au travail, Véronique, si on reprend la thématique, moi, je suis curieux d'en apprendre peut-être un peu plus sur toi. Et est-ce que tu voudrais bien nous parler un peu de ton parcours, de comment tu as vécu finalement l'annonce de ton diagnostic? Voilà, et puis comment tu as abordé en fait cette période peut-être un peu délicate vis-à-vis de ton entourage professionnel. Oui, Benjamin. Alors, évidemment, l'annonce m'a plongée dans une phase de sidération puisque j'étais à mille lieues de m'attendre à être touchée par un cancer du sein. J'en entendais parler, évidemment, comme tout le monde. J'avais négligé les mammographies parce que je me sentais pas encore concernée. Et puis, bah, le cancer, pour part, ne fait pas mal, ne se sent pas toujours. Donc, bon, voilà. Donc, ça a été effectivement un grand moment de sidération. Et après, de se dire, voilà, euh, accepter ce qui arrive. Et j'étais plutôt dans cette phase, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je travaillais dans le transport routier de marchandises. Je travaillais à l'exploitation, donc à la gestion des plannings, du portefeuille client, de la résolution des problèmes de conducteurs. Quelque chose qui est qui demande beaucoup de réactivité, beaucoup d'implication. Et quand je l'ai annoncé, je travaillais dans une PME, donc une petite entreprise familiale. On était trois dans le bureau. Donc la première chose auquel j'ai pensé, c'est de se dire, mon Dieu, je vais poser un problème euh, d'équilibre dans l'équipe, puisque forcément je vais devoir m'absenter. Je vais, je ne sais pas ce qui m'attend. Et ça, pour moi, ça a été la première chose auquel j'ai pensé concernant la partie emploi, c'est de dire, voilà, je vais leur causer du souci. Donc j'en ai parlé tout de suite, puisque, encore une fois, c'était une entreprise familiale, donc on se connaît tous, on partage des choses aussi à l'extérieur, parfois on est amis, et j'ai vraiment senti beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Pour moi, c'était très difficile de, de devoir lâcher l'entreprise, de devoir me dire que peut-être potentiellement quelqu'un allait s'installer à mon bureau. Il y a toutes ces peurs qui sont passées, de ne plus savoir travailler quand je vais revenir,
Enfin voilà, il y a eu mille choses qui me sont passées à l'esprit et mille autres dont je n'avais absolument pas idée au moment du diagnostic, qui sont apparues tout au long du parcours et ça qui sont vraiment un réel bouleversement parce que quand on parle du rôle des managers, des chefs d'entreprise ou de la hiérarchie ou des collègues, il y a une grande méconnaissance du parcours, cancer quel qu'il soit, ou maladie chronique. Et en fait, nous, patients, on ne connaît pas non plus, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc ça va être vraiment, on découvre ensemble les différents paliers et c'est vraiment de l'adaptation. Et ça, c'est super difficile parce que nous, on est incapable de dire ce qui va se passer, comment on va réagir, comment on va se sentir. Et pour la partie entreprise, c'est difficile aussi pour eux d'anticiper. Moi, au départ, je n'étais censée avoir que de la chirurgie. Donc, revenir au travail après un temps évidemment de repos, mais ne pas avoir un arrêt longue durée, entre guillemets. Et finalement, eh ben, ça n'a pas été ça. Ça a été de la chimiothérapie, ça a été de la radiothérapie. Et donc, forcément, pour les équipes, c'est compliqué de s'adapter. Parce que moi-même, je ne savais pas, ni quand j'allais revenir, ni comment ça allait se passer. Donc, a posteriori, je suis vraiment convaincue que le rôle de la communication est vraiment hyper important. Si on n'a pas envie de parler de ce qui nous concerne, évidemment, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais Hmm. qu'au moins une des personnes dans l'entreprise, le référent handicap ou quelqu'un qui va pouvoir faire le relais, puisse aussi, lui, pouvoir appréhender et anticiper ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment nécessaire des deux côtés. Euh, je travaillais dans un environnement, alors c'est assez amusant puisque je travaillais dans le transport routier, donc avec beaucoup de conducteurs, on avait 35 conducteurs, mais dans le bureau, c'était une équipe exclusivement féminine. Donc une approche évidemment différente de la maladie et de ce que ça peut apporter. Moi, je voudrais savoir, Benjamin, alors avec ton expérience personnelle et donc au coach maintenant, pour un homme, comment tu as vécu ça? Parce que on a cette référence hein, du mâle alpha qui est fort, voilà, qui supporte tout. Maintenant, je voudrais savoir vraiment comment tu as pu concilier tout ça avec aussi peut-être la pudeur qui te caractérise, le besoin de transparence. Est-ce qu'il fallait garder cette posture? J'aimerais savoir, toi, ton retour par rapport à ça. Ouais, merci Véronique pour ta question. C'est vrai que bah, en fait les chiffres que nous a présentés Mathilde, ils sont assez éloquents finalement. Il y a un peu un biais dans nos représentations. On a l'impression que voilà le cancer du sang, ça prend beaucoup de place et que on parle beaucoup Mm. des cancers féminins. Et puis d'ailleurs les femmes peut-être ont une parole plus libre sur ces sujets-là. Donc il y aurait peut-être une forme de tabou effectivement sur les cancers masculins. C'est vrai que être un homme, c'est parfois beaucoup de pression et que être un homme, ça fait pas forcément, ça résonne pas tout à fait forcément bien avec des notions de faiblesse, de vulnérabilité voilà, qui collent pas toujours avec l'idée, l'identité qu'on a envie en tant qu'homme d'incarner. Après Mm. ça, honnêtement, moi je pense qu'il y a mille et une façons d'être un homme aujourd'hui. Alors c'est vrai que parfois on entend être un homme avec, ça résonne un peu en termes de être la masculinité un peu traditionnelle et avec cette tendance à être voilà peut-être quelqu'un avec peu de mots, qui s'épanche pas trop sur ses émotions, sur ses ressentis, peut-être qu'il peut dissimuler des choses et qui garde beaucoup de choses parce qu'il faut montrer qu'on est fort et puis il faut voilà, on est le chef Ça. de la famille, souvent on a des postes à responsabilité, donc on a l'impression que effectivement on pourrait finalement
euh, presque disparaître, j'ai envie de dire, dans les représentations sociales si on avouait voilà, cette vulnérabilité. Moi, l'expérience de la maladie, elle m'a amené à faire le chemin exactement inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, moi, j'affiche en haut de mon CV effectivement cette expérience du cancer, vraiment comme une vraie compétence de vie, une vraie compétence professionnelle avec euh, euh, en fait une expérience qui m'a permis de développer aussi voilà une forme de sans doute de détermination et de persévérance parce que pour sortir de ces parcours de soins-là, il faut en avoir. Une forme de capacité aussi à s'adapter à l'imprévu. Et quand on est malade, c'est ça, on gère au quotidien de l'imprévu. On a du mal à se projeter sur un futur qui s'écrit toujours finalement en pointillé. On devient aussi des experts de la gestion du stress qu'engendre chaque rendez-vous médical, chaque prise de sang. Pour moi, c'est toujours un saut dans l'inconnu. On ne sait jamais en fait comment les choses vont évoluer. Et puis une forme je pense, d'optimisme, de joie de vivre, pas un optimisme béat, mais vraiment, moi j'aime bien dire un optimisme de combat, c'est-à-dire qu'on choisit de se dire que le meilleur est à venir, et puis en même temps on fait tout pour lui permettre de se réaliser. Donc tout ça, c'est des compétences aussi, je pense, d'environnement professionnel. C'est bien d'avoir des collaborateurs qui ont un état d'esprit comme ça. Assez positif finalement, assez entraînant, assez habile et on voit que finalement on est loin des représentations de cette petite personne fragile sur laquelle on ne pourrait pas compter. Euh, donc voilà en quelques mots, si tu veux, euh, Mhm. le vécu qui est le mien et aussi peut-être une alternative au discours dominant de Oui. faiblesse ou de vulnérabilité. Et moi, si j'avais peut-être, je sais pas si c'est un conseil, mais un message à faire passer aux entreprises et à toutes les personnes qui accompagnent finalement, référents handicap, managers. Euh, je crois qu'en fait, vraiment, on peut choisir de regarder ces parcours-là du côté des compétences. Moi, j'aime bien parler de présomption de compétences Mhm. au même titre qu'on parle euh, enfin, parce que parfois, on a plutôt des présomptions euh, d'incapacité finalement par rapport à ces personnes-là. Ces personnes, en fait, elles deviennent autrement capables, mais elles sont très loin d'être incapables. Et donc, le regard qu'on va poser sur elles, notamment au moment du retour au travail, je pense que ça va vraiment participer à forger une identité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression qu'on me regarde, voilà, comme celui en fait qui est plus haut niveau et qui est pas dans le rythme et qui est un peu déconnecté des réalités parce qu'il est sur la touche depuis un certain temps et puis qui fatigue vite. Et tout ça, je dis pas que c'est pas vrai. C'est évidemment aussi une réalité. Mais, euh, mais cette réalité, je pense qu'elle peut vraiment être nuancée et prendre conscience que voilà, c'est des parcours aussi où le temps joue pour la personne. Il faut prendre le temps aussi de revenir, il faut prendre le temps de reprendre le rythme, de reprendre les marques, de reprendre confiance en soi, en son corps, en ses capacités cognitives, émotionnelles, sociales. Donc voilà, finalement, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un- peut-être un travail d'équipe pour permettre à chacun de redevenir, on peut dire, performant pour l'entreprise. Ouais. Merci Benjamin. Je voudrais que tu nous dises un petit peu ce qui pourrait être justement, là tu en parlais,
facilitant pour maintenir le lien professionnel euh, pendant et après les traitements? Et est-ce que les managers qui n'ont pas ces formations ou pas toujours, notamment sur toute la partie relations en entreprise avec, comme tu dis, tous ces schémas qu'on peut avoir d'une personne qui revient après un arrêt longue durée, est-ce que, il existe des dispositifs pratico-pratiques, voilà, qui pourraient faciliter justement ce retour au travail ou le maintien en emploi. Oui, Véronique, alors des dispositifs, sans doute il en existe, il en existe de plus en plus, et tant mieux. Peut-être avant de rentrer dans le détail des dispositifs, je pense que c'est peut-être aussi important de rappeler que d'abord chaque parcours est singulier en fait et qu'on parle aussi de effectivement du travail des gens, mais de l'intimité des gens et qu'on a tous un rapport au travail qui est différent et qui d'ailleurs peut aussi évoluer sur notre chemin. Moi, pour l'anecdote, j'ai le souvenir que le jour où on m'a annoncé mon diagnostic de leucémie, c'était pendant les vacances d'été, et ma première question, ça a été, parce que c'était en plein été, donc quelques semaines avant la rentrée des classes, et ma première question a été, mais on est bien d'accord que je serai opérationnel pour la rentrée. Euh, et le médecin m'a regardé les yeux grands ouverts en me disant, mais non, en fait, Monsieur Cornet, vous serez pas là pour la rentrée 2018, mais vous serez pas là non plus pour celle de 2019. En fait, là, on part sur un parcours très long. Et donc, c'est assez incroyable de se dire, j'étais presque honteux de me dire, ma première pensée était celle de mon travail, en fait, avant de penser peut-être à mes enfants, à mon épouse, à mes proches, ou à moi-même d'ailleurs. C'est pour dire à quel point aussi le travail, il est présent, en fait, dans nos vies, dans nos préoccupations. C'est quelque chose d'important, en fait, pour nous. Donc, il peut y avoir différentes phases. Pour moi, ce qui a été par exemple le plus utile juste après donc ce fameux diagnostic et un peu la prise de conscience que ben, effectivement j'allais être sur la touche pendant un certain temps, ça a été vraiment de couper complètement. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait un mail à mon employeur, à mes collègues en leur disant, bon, écoutez, voilà ce qui m'arrive. Je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci, mais là j'ai vraiment absolument besoin que toutes mes forces, de mettre toutes mes forces dans la bataille face au cancer. Et donc je veux absolument pas me soucier de quoi que ce soit par rapport au travail. Ça c'est, et en fait, bah, ça a vraiment été une stratégie de début qui me semble voilà, vraiment respectable. Et ensuite, dans un deuxième temps, ben, ça a vraiment été important pour moi de commencer à retisser un lien. Et ça fait aussi partie du parcours de rétablissement parce que si on n'est pas mort physiquement, c'est pas pour mourir professionnellement et qu'on a envie de dire que ben voilà qu'on est toujours là, qu'on va pouvoir compter sur nous, qu'on est en train de revenir, peut-être de se réinventer aussi, puisque moi, il n'était plus question que je me retrouve face à des élèves, parce que un risque infectieux faisait qu'il fallait un peu que je me réinvente. Donc, je me suis formé beaucoup, j'ai eu un long arrêt de maladie, mais en tout cas, il était important pour moi d'entretenir ce lien. Donc, j'étais très proactif finalement avec l'employeur parce que ben, pour lui, c'est difficile. En fait, ben, je suis en congé de très longue maladie, donc il n'a pas à intervenir dans ma vie. Donc, c'est quelque part vraiment, ça a vraiment été mon choix de maintenir ce lien-là, d'avoir des rendez-vous RH réguliers pour dire, ben, voilà où j'en suis sur le plan médical, voilà quelles sont mes aspirations, voilà ce que je fais pour me former, pour essayer de revenir. Et donc, ça a vraiment permis quand même de créer un lien de confiance important. Et puis effectivement, il y a eu ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des aménagements, des adaptations qui m'ont permis de trouver des points d'appui en fait pour revenir. Donc l'une des premières choses, ça a été cette fameuse RQTH qui est pas toujours très bien vécu par les salariés parce que avec un peu l'idée d'être montré du doigt, d'être stigmatisé. Voilà,
moi, je me fais plutôt de mon expérience face au cancer une fierté. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment eu voilà, ces pensées-là et ça a plutôt été facilitant, aidant. Cette ERQTH, elle m'a permis, par exemple, d'obtenir assez rapidement un aménagement horaire, un poste adapté, avec des possibilités de télétravail, un cadre assez souple, en fait, qui me permettent notamment d'honorer tous mes rendez-vous médicaux, qui me permettent de prendre soin de moi sans me mettre en congé maladie. Donc voilà, moi je suis très fier de dire que ça fait trois ans, bien que je sois un malade chronique, ces adaptations m'ont permis de pas poser un seul jour de congé maladie depuis 3 ans. Et ça, c'est bien parce que, à un moment donné, on me donne suffisamment de latitude pour exprimer mes besoins. Et puis qu'il y a cette fameuse relation de confiance qui fait que euh, effectivement, moi de mon côté, j'ai un vrai sentiment d'appartenance à à mon organisation parce que je sais qu'on m'a tendu la main à un moment donné et ça crée quelque chose de très fort et je pense d'utile à la fois pour moi, pour l'organisation, mais pour l'ensemble des collaborateurs qui en fait sont spectateurs de ce qui s'est passé. Et donc ils ont bien vu que en fait, quand un collaborateur est dans le dur, l'employeur, pour le coup, là, s'est montré attentif à lui. Donc, ça crée un sentiment de sécurité aussi hein, pour, pour tout le monde. Donc, voilà, j'ai envie de dire, exprimer ses besoins de façon transparente, de façon relativement explicite, essayer de sortir de l'implicite. On est souvent qu'on soit collaborateur, je pense, ou quand on est manager, on est parfois gouverné par des attentes. Et je pense que c'est important de transformer ces attentes en accords qui soient vraiment explicites et transparents. Du coup, je me demandais sur cette partie, donc autour des aménagements et peut-être du soutien qu'on peut trouver en entreprise, j'avais aussi envie d'avoir un peu ton regard de patient partenaire, notamment si tu avais relevé des impacts psychologiques ou, ou sociaux, peut-être des postures, des façons de t'accompagner qui avaient été plutôt facilitants ou au contraire plutôt difficiles par rapport à ta reprise. Finalement, quels sont les gestes ou les attitudes qui t'ont le plus aidé, toi, Véronique? Il faudrait activer votre micro, Véronique, on vous entend pas. Ce qui a été, contrairement à ce que tu disais, où tu avais fait de cette maladie une fierté, pour moi au début, c'était absolument pas le cas. Et j'ai vécu tous ces dispositifs d'invalidité, de RQTH, vraiment comme des sanctions, comme quelque chose qui m'étiquetait, comme quelque chose qui fixait sur moi ce côté patient, malade et qui remettait en doute mes compétences et mon appartenance à l'entreprise. Ça a été hyper compliqué parce que tous ces termes étaient m'enfermer dans quelque chose qui ne me ressemblait pas, que je ne comprenais pas. J'avais un cancer du sein et on me parlait d'invalidité. Donc pour moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ce qui m'a aidé, c'est d'avoir évidemment le soutien des personnes avec qui je travaillais dans l'entreprise. Cependant, malgré leur soutien, euh, je me sentais encore une fois en décalage. Comme tu disais, ce sentiment d'appartenance à l'entreprise était fort aussi chez moi puisque c'était une entreprise familiale et de ne pas pouvoir être acteur, de ne pas pouvoir continuer à faire partie de cette équipe, de revenir à temps partiel. Donc en fait, tu as toujours un métro de retard. Donc quand je travaillais le matin, j'avais loupé ce qui s'était passé l'après-midi. J'avais un conducteur au téléphone, ce que j'avais prévu l'après-midi, en fait, ça avait complètement changé le matin. Et les clients le ressentaient puisqu'il fallait que je me renseigne à chaque fois. J'étais plus dans le fil de ville d'entreprise. Et au bout d'un moment, quand certains clients ont commencé à dire bah tiens, salut Véro, tu peux me passer Evelyne?
Je dis, bah non, mais je peux te renseigner si tu veux. Non, non, mais bon, t'étais pas là hier après-midi, ça sera plus simple. Et ça a été extrêmement violent. Et en fait, je me suis enfermée, je me suis isolée avec cette terreur de ne plus être à ma place, de plus trouver mon utilité, de ne plus être compétente, alors que personne ne m'a fait sentir ça, hein, évidemment. Hmm. Et de m'amener à en fait quitter l'entreprise parce que je me suis dit, mais en fait, je suis une charge pour tout le monde. Le temps partiel, ok, c'est bien, mais je suis pas efficace. Je suis jamais dans le coup. Toutes les séquelles des traitements que je découvrais au fur et à mesure m'épouvantaient parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je le découvrais au fur et à mesure. Et je me suis dit, ben, je préfère partir. Voilà, j'ai plus rien à faire ici en fait. Et donc, ça a été, alors, tu imagines bien, extrêmement douloureux. Ça faisait 20 ans que je travaillais dans cette entreprise. Moi, je n'ai jamais fait autre chose que du transport. Et là, de se dire, waouh, au départ, j'étais diagnostiquée d'un cancer du sein. Et là, je découvre des dommages collatéraux dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, vers qui je me tourne. Je vis en milieu rural, donc c'était extrêmement difficile puisque on n'a pas non plus tous les dispositifs qu'il peut y avoir peut-être en ville, comme la Ligue, enfin tout un tas de choses. Et vraiment, le regard des autres, alors évidemment sur les changements physiques, puisque moi j'avais des cheveux longs ondulés, là d'un seul coup, bon, bah, alors on passe par une prothèse capillaire qu'on assume plus ou moins. Après, on ne la supporte plus, donc j'étais avec des chapeaux et je voyais dans le regard des conducteurs, des collaborateurs ou des gens avec qui j'allais en congrès, un regard extrêmement bienveillant, mais parfois un regard triste. Euh, enfin voilà, moi c'était vraiment quelque chose d'insupportable et j'avais une seule envie en fait. Je sais pas si c'est encore une fois, on a des témoignages qui sont vraiment très personnels. Moi j'avais envie de m'enfoncer dans une grotte et de dire j'ai envie de fermer les yeux, de me dire je vais me réveiller et je vais sortir de ce cauchemar. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai ma famille et si je fais plus de transport, je vais faire quoi en fait? Et c'est ça qui m'a amené à vouloir devenir passion de partenaire parce que je me suis dit, c'est pas possible euh, qu'on soit face à cette situation alors qu'on a été diagnostiqué d'une maladie, qu'on se soigne, qu'on revient petit à petit. C'était impensable. Donc voilà, cette idée de devenir passion de partenaire, c'était de dire, je veux apporter mon soutien non pas conseiller, non pas être dans l'injonction, mon histoire n'est pas leur histoire, mais de dire, voilà, si je peux accompagner et favoriser le maintien en emploi, donner des tips, des solutions, être auprès des managers, comme on le fait avec Colline, en entreprise, pour dire non, ça n'est pas une fatalité, et oui, c'est difficile d'être tamponné invalidité RQTH. C'est difficile, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, une solution. Ça peut être, il faut revoir, je me disais toujours, j'essaye de voir après l'invalidité comme un temps pour redevenir valide à 100%. C'est pas gravé dans le marbre. Voilà, c'est ce tampon-là avec le médecin conseil, c'est quand même super violent, super stigmatisant. Donc si on n'est pas préparé à ça, moralement, enfin, c'est fini, quoi. Donc, après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les attentions au niveau de la flexibilité. À mon travail, on a gardé mon bureau. Il y a quelqu'un qui est venu travailler. Alors, ils ont embauché évidemment des intérimaires, etc. Mais à chaque fois, le principe, c'était de dire non, là, c'est de la place de Véronique, en fait. On va vous installer un autre bureau. Et j'avais mes stylos n'ont pas bougé, enfin tout ce qui... Alors, quand c'est possible, c'est bien, mais il y avait ce côté vraiment de soutien, de dire non, Véro, on t'oublie pas, tu étais toujours là en fait. Pour nous, tu es là et tu vas revenir. Donc ça a été mais tellement puissant pour moi. Alors malheureusement, je suis partie quand même, mais en attendant, je savais que j'avais ma place Hmm. et que ce n'était pas terminé pour moi. Et petit à petit, quand j'ai découvert d'autres manières d'être, enfin, comme tu l'as dit, hein, d'être autrement capable, on reprend de la valorisation, on reprend confiance en soi et ça nous permet
de revenir, de redevenir quelqu'un qui a son utilité dans la société, économique, euh, personnelle, euh, et qui peut vivre encore une fois sa carrière d'une manière ou d'une autre, parce que les valeurs peuvent changer, comme tu l'as dit, et on peut très bien d'un seul coup se dire, mais waouh, j'ai envie de rebalayer les cartes et je recommence tout. J'ai Hmm. cette force maintenant. Merci Véronique de nous partager tout ça. Et justement, pour faire le lien avec la dernière partie, en quelques mots, finalement, comment est-ce que ben, cette expérience, elle a participé à transformer peut-être ta vision du travail, mais plus globalement, ta vision de la vie, peut-être? Ça a redéfini toutes mes priorités, toute ma vision de la vie, évidemment, puisque je me suis rendu compte, et malheureusement, il a fallu en passer par là, de la chance et qu'on on n'a pas de temps à perdre, euh, que c'est précieux d'être en bonne santé, que c'est précieux d'être en vie, que c'est précieux d'être debout sur ses jambes, de pouvoir parler, communiquer. Et du coup, ça avait tout son sens pour moi de faire quelque chose, d'être un vecteur et d'être une projection positive aussi pour les autres. Pour dire, voilà, Hmm. oui, c'est dur, mais voilà où j'en suis maintenant. Je suis là. Et oui, non, je n'ai plus les cheveux longs et ondulés. C'est pas grave. Mais il faut accepter ce temps et cette période où on ne va pas l'accepter et être accompagné pour le vivre. Et ça a rebalayé toutes les cartes dans le sens où se dire qu'on est passé par là, on peut en faire quelque chose, mais attention, ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être concerné par la maladie et dire, mais moi, je ne veux absolument rien faire, je veux plus en entendre parler, je veux pas être acteur, je veux pas être facteur, je veux pas faire du lien, moi, j'ai juste envie de reprendre le cours de ma vie et c'est tout. Et on a le droit à ça aussi. On ne doit pas voir, j'aime pas trop ce terme qu'on emploie quand on dit des survivants du cancer. Euh, je trouve que pour moi, c'est trop. En fait, on a une expérience de vie, on se l'approprie, on en fait quelque chose ou pas. Ce qui est important, c'est de se dire, il y a des ressources, je peux les saisir, euh, je peux tendre la main. Et tendre la main, qu'on soit un homme ou une femme, ça n'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un genou à terre, moi, je ne sais pas comment aborder ça. Ben voilà, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être entendue. Et, et ça, c'est important et c'est vraiment ce que je voudrais faire passer. Et la maladie comme professeur de vie, est-ce que finalement, on n'est pas soi-même les professeurs de notre propre vie par rapport à ce qu'on a envie d'apprendre et par rapport à ce qu'on a envie de retenir et après d'en faire quelque chose et de partager? Donc, je pense que plutôt, c'est notre parcours et notre envie de retenir, de transformer, d'apprécier, mais surtout de toujours garder espoir et de toujours se dire que euh, se lever le matin et voir que le soleil est là et s'il y a la pluie, eh ben, on a besoin aussi de la pluie et de se dire waouh, j'ai la chance de me lever et d'avoir encore une journée qui m'ouvre sur le chemin de tous les possibles en fait. Hmm. Merci Véronique pour ce partage-là. Alors, est-ce que tu peux nous donner le tien, Benjamin, sur ben, toi, l'impact sur alors les impacts sociaux, évidemment, psychologiques, encore une fois, alors je repars sur ce créneau masculin, parce que je trouve que c'est important aussi quand tu ressors de ce parcours et de se dire, voilà, en tant qu'homme, ben, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Est-ce que la société me dicte comment je dois présenter ça et comment je dois, qu'est-ce que je dois en faire et les entreprises? Est-ce qu'elles t'attendent différemment? Est-ce que le monde de l'entreprise attend différemment euh, un homme par rapport à une femme? Je Hmm. vais te laisser répondre et malheureusement, moi, je vais vous quitter parce que je vais faire de la prévention dans un collège justement sur les cancers et sur les facteurs de risque
pour les jeunes, je trouve que voilà, c'est aussi important. Merci pour votre écoute et Benjamin, écoute, je garderai le replay pour voir ta réponse parce que ça m'intéresse énormément. Avec plaisir, Véronique. Merci pour cet échange en tout cas. À bientôt. À bientôt. Alors pour répondre à la question de Véronique, effectivement, qui abordait un peu la thématique des stéréotypes de genre, en écoutant la question de Véronique, une anecdote me revenait qui est, j'accompagne aussi des personnes par la randonnée pédestre à travers un programme qui s'appelle Marcher pour rebondir, où en fait on utilise aussi le sport et l'activité physique un peu comme un support à la relation d'aide. Et j'avais un monsieur, c'est des publics assez féminins dans ces groupes-là, mais j'avais un monsieur, voilà, moi j'habite dans le sud de la France, un vrai gars du sud, quoi, voilà, qui aime les boules, le pastis, les copains, qui parle fort, qui prend beaucoup de place, qui est très drôle aussi, etc. Et systématiquement, à chaque fois qu'on partait en randonnée, donc le départ était au milieu du village, il était inhabituellement euh, calme, presque on l'oubliait en fait. Et puis ensuite la randonnée se faisait. Alors là, c'était voilà, il était très très présent, il parlait beaucoup. Et puis à la fin de la randonnée, de nouveau, on retraversait le village et il était presque un fantôme finalement. Et j'ai compris que pour lui, il était absolument terrorisé par l'idée que dans le village, on le voit marcher avec le groupe des cancéreux. C'est-à-dire que pour lui, c'était inadmissible qu'on puisse le voir de cette façon-là. Et donc, à force de discussions, de sorties, etc. Et je pense qu'il a aussi bougé un peu son regard sur le cancer, sur qui il était, sur cette pathologie. Et je pense qu'il a fini par en faire sans doute peut-être sa plus grande force. Et on s'est retrouvé ensuite vraiment finalement à se faire des repas au restaurant au milieu du village, sur la terrasse, au vu au sud de tout le monde. Et il assumait finalement entièrement cette part de lui-même dont il était devenu quelque part fier. Mais je crois que ça, voilà, ça montre aussi que ben, finalement chacun vit les choses différemment, que parfois le poids des représentations peut être extrêmement lourd pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Mais que en réalité, on a quand même une part de marge de manœuvre dans la façon dont on a envie effectivement, de s'emparer en fait de cette expérience de vie-là qui est plutôt subie. Ben, on peut en faire aussi quelque chose qui est davantage choisi, et c'est peut-être un des enjeux forts du rétablissement, quel qu'il soit professionnel ou personnel. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la paire est dense. Réussir à parler à cœur ouvert avec quelqu'un qui a vécu plus ou moins les mêmes choses que soi, c'est quelque chose de drôlement aidant en fait. On a vraiment besoin, on dit qu'on a besoin de tout un village pour élever un enfant, mais je pense qu'on a besoin aussi de toute une communauté pour permettre à des gens qui ont mordu la poussière de revenir. Et donc, ben voilà, les managers, les proches, les aidants, euh, les responsables handicap dans les entreprises ont évidemment un rôle à jouer, et on n'a pas tous le même rôle d'ailleurs. Et donc, j'ai toujours trouvé, moi, dans mon parcours, qu'il manquait cette place du père aidant, de celui qui, quand on est dans son lit d'hôpital, qu'on vient de nous apprendre ben, qu'on était malade et même gravement malade, celui qui vient de nous dire, mais écoute, moi, il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 5 ans, j'étais à ta place. Regarde-moi, j'étais à ta place. Ah, ce sont des mots qui n'ont pas de prix, de mon point de vue. Voilà un petit peu, Marie, peut-être je te rends la, la parole pour la conclusion. Oui, mais merci beaucoup pour vos témoignages. Bon, moi, j'ai la chance de bien vous connaître maintenant, enfin de mieux vous connaître, donc de connaître vos parcours. C'était très riche et toujours touchant, je trouve. Donc, juste pour conclure sur ce webinaire, parce que le temps passe vite. Donc, ce qui est important, on l'a vu avec les témoignages de Benjamin et de Véronique, c'est vraiment
de respecter le rythme et les choix de parole de chacun. En fait, Benjamin l'a justement dit aussi quand il parle d'intimité, la maladie c'est quelque chose de très intime. Il y a des gens qui sont plus pudiques que d'autres aussi, ou plus, qui prennent plus de place justement. Donc respecter vraiment bah, la personne, ses choix. La personne n'est pas non plus obligée de dire bah, ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit. euh, la pathologie dont elle souffre aussi, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans ce niveau de détail-là, mais en tout cas qu'elle soit capable d'exprimer ses besoins, ça c'est quelque chose d'important et c'est ce qu'on essaye de faire avec le dispositif EO Santé pour que les personnes apprennent à mieux se connaître et à dire de quoi elles ont besoin. Donc, d'où l'importance d'un accompagnement individualisé et confidentiel. On a besoin d'espace de parole et on dit pas la même chose avec quelqu'un en seul à seul en fait que dans un groupe et ça permet plus de confidentialité. Donc c'est vrai que vous avez des rôles, on voit qu'il y avait beaucoup de référents handicap aujourd'hui, vous avez des rôles qui sont très importants voilà, pour donner la confiance, être un facilitateur de dialogue entre la personne concernée, ça peut être les proches aidants et les équipes. Et aussi, ils l'ont évoqué, hein, Benjamin et Véronique, on n'a pas besoin forcément toujours de grands aménagements de postes de travail. Parfois, ça peut être des aménagements simples qui peuvent tout changer dans le quotidien, ou en tout cas d'être vraiment attentif à l'autre et en empathie avec l'autre. Ça, c'est vraiment être quelque chose d'important. On n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes besoins d'aménagement. Donc, merci beaucoup pour ça. Juste voilà, donc demander plutôt que supposer, préserver la dignité et la confiance, c'est quelque chose de très important. Et Benjamin l'avait très justement parlé, on a très justement parlé aussi, valoriser les forces et non la vulnérabilité. Les forces qui sont déployées quand on tombe malade, on développe forcément on parle beaucoup de compétences psychosociales dans votre secteur justement, et c'est très important d'accentuer sur ça aussi. Donc juste pour conclure sur EO, donc EO, c'est le nouveau réflexe santé au travail de cette année 2025. Donc n'hésitez pas à en parler à vos équipes. Vous avez toujours l'équipe de communication qui sont à votre disposition sur le site internet pour pouvoir mettre à disposition le service. Vous-même, j'y insiste aussi, vous n'êtes pas toujours directement concerné, mais vous-même, vous pouvez vous connecter à EO, trouver de la ressource et prendre des rendez-vous en privé avec Benjamin ou avec Véronique aujourd'hui si vous avez envie de poursuivre les échanges et d'être au plus près des collaborateurs que vous accompagnez. Donc n'hésitez pas à utiliser ce service. Il y a un petit temps, bon, on a pas mal dépassé aujourd'hui. Si vous souhaitez qu'on réponde aux questions, je sais pas Louis s'il y a eu des questions dans le chat. Alors, il y a eu notamment une question, je ne sais pas si on a le temps de la prendre, mais c'était vraiment du coup pour Benjamin. Est-ce que vous avez eu un accompagnement par le service social de la CARSAT ou de la CPAM lors de l'annonce de votre maladie? Non, j'ai pas eu ce type d'accompagnement. Alors moi, j'ai bénéficié d'un accompagnement tout autre, qui était un projet de recherche d'un accompagnement post-cancer qui a été imaginé par le monde de la haute performance sportive. Donc strictement rien à voir, mais en même temps quelque chose de très inspirant en termes justement d'accompagnement et de rétablissement. Avec aussi cette idée qui me paraît importante de faire dialoguer des mondes qui parfois semblent ne pas avoir grand-chose à se dire. Donc là, voilà, par exemple, que des grands coachs qui sont plutôt habitués à accompagner des sportifs olympiques à aller gagner des médailles se penchent sur le sort de personnes en rémission de cancer. C'est drôlement intéressant, en partenariat évidemment avec le monde médical. Mais voilà, j'ai tout à l'heure parlé du regard en fait qu'on pouvait poser sur l'autre et qui forgeait en partie son identité. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti très profondément et que je pense quand on est manager et un peu expert de la relation aussi, on comprend très bien. Donc voilà, l'accompagnement, alors effectivement, moi j'ai eu un accompagnement un peu spécifique, mais peut prendre de multiples formes et je pense qu'on peut être aussi assez créatif, notamment quand on est en entreprise ou manager pour essayer de répondre, de coller au plus près des besoins de l'autre, de ce qui peut lui être utile. Merci. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de répondre aux autres questions, mais n'hésitez pas à les poser par écrit parce qu'on pourra prendre le temps de répondre aussi par écrit si vous le souhaitez. Oui,
Merci beaucoup. Juste pour conclure, notez bien les dates des prochains webinaires. Le prochain sera sur le thème du diabète, qui est une maladie chronique qui touche beaucoup de personnes en France. Donc on verra justement avec une patiente partenaire diabète les soutiens possibles. On aura aussi un webinaire sur les handicaps invisibles accompagnés au-delà des apparences, donc quand la maladie ne se voit pas physiquement. Et on terminera cette année en beauté sur la paire et danse, les bienfaits de la paire et danse pour mieux se comprendre et pour mieux avancer, voilà, qui concluront cette année ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Très bonne journée.